matinale, puisque chaque matinale, du coup, est enregistrée et après disponible en replay sur la chaîne YouTube de Face Grande Flouze. Donc, si jamais l'enregistrement vous pose problème, vous pouvez couper votre caméra, masquer votre nom, vous faites comme vous le sentez. En tout cas, c'est disponible sur notre chaîne YouTube pour les personnes qui ne peuvent pas assister à notre matinale et notamment, comme on en discutait tout à l'heure, il y a des personnes du Canada qui voulaient participer, mais ça tombait mal. Donc là, elles pourront le voir en replay. Alors, pour vous rappeler un petit peu le contexte, du coup, les matinales arrivent tous les deuxièmes mercredis du mois. C'est l'occasion pour nous de vous présenter une thématique de la RSE, responsabilité sociétale des entreprises, et d'avoir un temps d'échange, surtout, entre entreprises, spécialistes, associations, etc. Donc, on a plusieurs thématiques déjà qui ont été traitées depuis le lancement de ces matinales. On a parlé de la gestion du stress, de la gestion des conflits en entreprise, de l'égalité professionnelle femmes-hommes. On a abordé plusieurs thématiques. Aujourd'hui, c'est Nadine Joannin du coup de Percolab qui va nous présenter le leadership horizontal. Donc, elle va vous introduire un petit peu à cette notion et je vais la laisser prendre la parole pour le reste de la matinale. Je vous rappelle juste du coup de couper vos micros pour pas qu'on ait d'écho et de bruit parasite. Et si vous voulez prendre la parole, vous avez l'option lever la main, donc qui est soit en haut, soit en bas, suivant les ordinateurs. Mais à côté de la conversation, vous avez les petites réactions et l'option lever la main. Comme ça, vous pouvez prendre la parole, on vous donnera la parole à ce moment-là. N'hésitez pas à utiliser le chat aussi, si vous avez des questions, et on le lira au fur et à mesure. Voilà, merci et bienvenue à tous et à toutes du coup pour cette 5e matinale. Merci Magali. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie d'être là ce matin avec vous, avec une ambiance un peu hivernale, à vrai dire. Je suis au nord de Montpellier dans une ambiance d'orage complet, donc j'étais obligée d'allumer la lumière, on n'y voit rien ce matin. C'est un peu, c'est une petite matinale, presque au coin du feu, je pourrais dire. Et quoi qu'il en soit, je suis ravie de vous retrouver pour cette heure de conversation. J'espère qu'on va pouvoir avoir un peu quelques échanges. Au sujet du leadership horizontal. Deux mots sur Percolab, sur l'entreprise que je représente ce matin d'abord, avant qu'on ait un petit temps déjà d'échange. Percolab est une entreprise, est une coopérative en fait, mais qui est située au démarrage à Percolab, qui a été créé au Canada, qui a été créé en 2007. Je suis associée à cette structure depuis le début. Et puis en 2013, je me suis dit qu'il était temps de venir porter ici tout ce que je faisais là-bas. Et j'ai créé une structure sœur ou jumelle, enfin une petite sœur, sur le sol français. Donc voilà, Percolab existe en France officiellement depuis 2016. Les statuts ont été déposés, ça a été difficile parce qu'on voulait s'inscrire dans l'économie sociale et solidaire sans être une coopérative, et on a profité de la loi qui a permis l'inscription dans l'ESS d'entreprises du type SAS, comme c'était le cas à ce moment-là. Depuis, nous avons évolué. Donc, depuis, on a fermé la SAS et on s'est inscrit dans une grosse coopérative qui s'appelle la Maison de l'Initiative et qui est basée à Toulouse et qui est un cocon idéal pour notre activité. On n'est pas très nombreux sur le sol français encore. Nous sommes 3 associés avec plusieurs collaboratrices. Je ne peux pas dire collaborateurs puisqu'il n'y a pas de monsieur pour l'instant. Bon, c'est pas fermé, hein, mais c'est comme ça. Il y a également une structure sur la Belgique et une structure en création en ce moment sur l'Espagne et plusieurs autres qui commencent à frémir un peu en Suisse, par exemple, ou à Hong Kong. On se vit vraiment comme des plateformes. Il n'y a pas de filiation, ce n'est pas un système de filialisation ou de franchise, hein. On fonctionne avec un cœur qui est l'ADN de la structure, avec un processus où on s'introduit à l'intérieur de l'entreprise. On ne recrute pas chez Percolab. On a un processus d'intégration et donc la création des cellules se fait de la même manière.
on travaille ensemble et c'est une fois qu'on a bien travaillé ensemble qu'on peut commencer à se dire, voyons voir, est-ce que j'ai envie de devenir percolabienne ou percolabien ou, mais voyons donc, j'aimerais bien créer une structure percolab dans mon petit coin. Et donc, ça prend du temps, mais on le sait, hein, la collaboration, c'est toujours beaucoup plus long que la prise de décision tout seul. Ça, c'est sûr. C'est un très beau proverbe africain. Hein. Seul, on va vite. Ensemble, on va loin. Donc, voilà, Percolab existe depuis 2007 et on va assez loin, là, finalement, maintenant. Voilà pour un peu cette présentation très succincte. Vous en verrez plus, évidemment, sur le site web de l'entreprise, percolab.com. Moi, j'avais envie tout de suite de vous poser une question et de vous demander d'y répondre dans le chat, si vous en êtes d'accord. La question, ce serait pour vous, ce matin, pas en général, mais ce matin, c'est quoi le leadership horizontal? Et je mets la question dans le chat. Vous allez prendre une petite minute chacun de votre côté et puis quand je vous donnerai le signal, tout le monde viendra mettre en même temps dans le chat la réponse à cette question si vous souhaitez y répondre. Pour vous ce matin, c'est quoi le leadership horizontal ou le leader horizontal? Voilà. Donc vous écrivez votre réponse dans le chat sans la poster si possible et puis on la postera pas après. Tous ensemble, quand je vous indiquerai le moment. Voilà. Est-ce que vous vous sentez prêt à poser? Alors, 1, 2, 3. On appuie sur le chat. Hop, pour faire partir sa réponse. Alors, je lis partage du pouvoir de décision et d'action. C'est un leadership non pyramidal qui prend en compte toutes les richesses humaines de l'entreprise. Ce sont des femmes et des hommes qui pensent leur entreprise comme un bien commun et qui donnent le meilleur d'eux-mêmes parce que leur travail a du sens. L'avenir, c'est l'avenir. Ce n'est pas de hiérarchie, c'est un management moderne. Un gage de tranquillité et d'équilibre. C'est partager les motivations et les pouvoirs avec une équipe. Je suppose un état d'esprit, mais rien de plus que des pistes suggérées par l'infographie jointe au mail d'envoi du lien. Collaboration et engagement. Concept que je veux découvrir. Leadership partagé pour atteindre des objectifs. Merci beaucoup merci beaucoup. Alors, ce qu'on peut relever, c'est que c'est pas une chose. Il n'y a pas deux entreprises qui font vivre de la même manière le leadership horizontal dans leur structure. Pour la bonne raison que chaque entreprise, chaque équipe à l'intérieur de ces entreprises doit trouver le moyen, le bon fonctionnement qui fait qu'on est d'accord pour y aller ensemble. Donc, c'est jamais tout à fait deux fois la même chose. Le niveau de participation, le niveau, la façon dont sont menées les réunions, etc., c'est très différent et ça s'adapte à la culture de l'entreprise. Par définition, je dirais presque aussi, l'entreprise horizontale remet au centre non seulement les humains, évidemment, que nous sommes, ça, je suis bien d'accord avec vous, mais remet le vivant au centre aussi. Une entreprise est quelque chose de vivant. Ça vit, ça évolue, ça meurt aussi. Et ces cycles-là
sont éminemment pris en compte dans les entreprises horizontales. On n'est pas dans un monde mécanistique. Et là aussi, c'est l'avenir en ce sens, et j'entends ce qui était dit dans le chat, pour la bonne raison que c'est passé d'un monde mécanistique à un monde justement beaucoup plus vivant, beaucoup plus organique, où les décisions se prennent à la fois de façon plus intuitive parfois, là où elles doivent être prises, pas forcément toujours en haut de la pyramide, parce qu'elles sont prises par les personnes qui sont au cœur du sujet. C'est vivant parce que ça prend en compte l'évolution de l'entreprise, ses mouvements, sa bonne santé, on en prend soin ensemble aussi. Et c'est la raison pour laquelle, moi, ce matin, j'ai posé cette notion de commun. J'aurais pu dire autre chose un autre jour, mais j'ai posé ce matin l'entreprise comme un bien commun. L'entreprise horizontale, elle est menée par des hommes et des femmes qui donnent le meilleur d'eux-mêmes dans pour un sens, pour quelque chose qui a du sens. La perte de sens dans nos entreprises dans ce début du XXIe siècle fait suite à une espèce de mécanisation du travail et de la vie de façon générale, depuis en gros le XVIIe siècle pour reprendre certaines notions. Et du coup, on s'est vraiment écarté du vivant, on s'est écarté de cette capacité à avoir un avis sur la façon dont on travaille, sur la place qu'on a dans une entreprise. Donc j'aime beaucoup cette notion effectivement d'entreprise qui revient au vivant. Puis je vois collaboration et engagement. Je n'arrive pas à imaginer une entreprise, et je n'en connais pas d'ailleurs, d'entreprise dite horizontale, à quelque niveau que ce soit, où la collaboration n'est pas sa place, effectivement. Ça, c'est une évidence. L'intelligence et l'intelligence collective, en particulier, sont vraiment mises en valeur dans les entreprises horizontales pour la bonne raison, c'est que nous avons tous une position sur le travail que nous faisons. Nous avons tous une idée d'une façon éventuellement de l'améliorer. Puis, la plupart du temps, on n'a pas la possibilité d'exprimer ça. Et on nous demande de faire des choses par en haut, mais qui n'ont pas forcément de sens ou qui ne correspondent pas aux besoins réels que l'on a depuis la place que l'on a dans l'entreprise. Donc, la collaboration, effectivement, elle a une très grande place. Et l'engagement, c'est une espèce de conséquence. On n'est pas engagé par défaut. Enfin, je veux dire, peut-être quand on est recruté et qu'on arrive tout frais et moulu avec son diplôme ou qu'on est content, on dit « Ah, j'ai changé, ça va aller mieux ». Des fois, on déchante un petit peu parce qu'on se retrouve dans un système qui repend encore et encore les mêmes mauvaises habitudes d'une certaine façon. L'engagement est une conséquence. C'est parce que le travail que l'on fait a du sens, que l'on a la possibilité de donner sa voix sur des décisions qui concernent notre périmètre d'action, que ça donne envie d'être engagé, que ça nous donne envie de donner le meilleur de nous-mêmes. Si je ne peux pas exprimer ça, je vais me taire et puis je vais dire, je vais faire ce qu'on me demande de faire et je vais m'éteindre petit à petit. Pour moi, la collaboration, elle a aussi comme corollaire, d'une certaine manière, la possibilité d'être créatif. J'ai une idée. Et ça, une culture où on peut valoriser cela, c'est le meilleur moyen pour faire évoluer une entreprise. Ça ne veut pas dire que toutes les idées vont être mises en œuvre. Elles vont être travaillées collaborativement dans l'équipe ou à un niveau plus large pour permettre justement de voir si ça peut le faire. Est-ce que cette idée est une bonne idée finalement? Quel est l'impact qu'elle va avoir sur les autres, sur la santé de l'entreprise, sur le fonctionnement, etc. Donc effectivement, ça se pondère, mais la créativité a sa place. Puis je ne vois pas de hiérarchie. Alors là, c'est vrai et c'est pas vrai. En ce sens que
Certaines entreprises sont très hiérarchisées avec un directeur, un management intermédiaire, et voire des fois même plusieurs étages de management intermédiaire, bien que de façon générale, le nombre de management intermédiaire, je veux dire la pile de hiérarchie, est beaucoup plus plate dans les entreprises horizontales. Ça va de soi. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas cette notion-là et que surtout, on a tous le même rôle et tous la même possibilité d'exercer le même rôle. Non. On peut être en équivalence, mais ça ne veut pas dire qu'on est forcément à hiérarchie égale. C'est vrai aussi que souvent, pas toujours, mais souvent dans les entreprises horizontales, la palette, la fourchette de salaire est beaucoup plus restreinte et que l'écart entre le plus payé et le moins payé est beaucoup plus faible que dans des entreprises pyramidales traditionnelles. Ça, c'est vrai aussi. Mais ce n'est pas systématique. Et surtout, ça n'enlève pas la notion de rôle. C'est-à-dire que si moi, je suis le chef d'entreprise, le leader d'une entreprise, ma mission à l'intérieur, mon rôle à l'intérieur de cette entreprise ne sera pas le même que si, par exemple, dans une entreprise, pour prendre l'exemple qui est assez parlant, d'une entreprise informatique, je suis développeur. Je suis développeuse ou je suis développeur, je suis derrière mon ordinateur et je travaille dans un projet pour le développement d'une brique logicielle. J'ai un rôle qui est bien défini. Mon cadre de responsabilité, mon cadre d'autonomie, mon cadre de décision va se situer à l'intérieur de ça. Je ne vais pas prendre de décision effectivement à un niveau plus élevé sur la stratégie de l'entreprise, mais j'aurai probablement la possibilité à un moment donné de donner mon avis sur la stratégie d'entreprise. Et en tout cas, le boulot de développeur que je fais, il n'y a personne d'autre qui va dire comment je le fais, parce que c'est mon boulot, ce n'est pas le tien, même si tu es chef d'entreprise. C'est là que la notion de hiérarchie, elle vient se jouer de façon un peu fine. Je vois aussi le management moderne. Alors, c'est intéressant cette notion de management moderne. On entre, c'est vrai, dans le 21e siècle. Globalement, la structure de l'entreprise, jusqu'à il y a, allez quand même, on va dire que ça évolue. Il y a des entreprises horizontales qui existent depuis fort longtemps. Mais c'est vrai que c'est un mouvement qui a commencé dans la fin du XXe siècle, mais que globalement, depuis la fin du XIXe siècle, et de la mise en place de l'économie que l'on connaît aujourd'hui, très mécanistique et très industrielle, c'est un modèle industriel que l'on a dans les entreprises et que le management, il est encore basé là-dessus, c'est-à-dire un chef tout en haut et puis des prises de décision qui cascadent en quelque sorte d'un étage à un autre jusqu'en bas où là, il n'y a pas de décision, il n'y a pas d'autonomie, tu fais ce qu'on te dit de faire et basta così. Ce modèle-là, il existe depuis cette mécanisation où effectivement l'entreprise était quelque chose de très… Pour utiliser cette image qui vient de la systémique, on était dans un modèle compliqué. Ce n'est pas dans un modèle complexe. Or, une entreprise, par définition, c'est quelque chose de complexe, quelque chose de vivant. Il y a des interactions, ce sont des hommes, des femmes, des problématiques extérieures, intérieures qui viennent, qui interagissent, et c'est d'un jour à l'autre, ça bouge. Jusqu'à la moitié du XXe siècle, on a largement pensé que l'entreprise, c'était des processus, juste des processus. Et qu'il suffisait de bien faire chacun à sa place, chaque élément de ce processus pour que ça fonctionne. Voilà. Ça, c'est largement remis en cause et je vous invite à regarder en termes de systémique les modèles de Dave Snowden qui présentent qu'est-ce que c'est qu'un système simple, un système compliqué, un système complexe et un système chaotique. C'est vraiment intéressant de comprendre quelle est la place du manager ou du leader à l'intérieur
de ces questions. Dave Snowden, c'est voilà, le modèle Cinefin, je peux mettre ça dans le chat. C'est vraiment intéressant d'aller regarder ce modèle de systémique. Qu'est-ce que je vois d'autre qui me permettrait d'avancer un peu avant de venir peut-être de façon plus claire sur ce que l'on me propose de présenter ce matin? Mais je trouve que tout ce que vous dites est intéressant, hein, donc je puise là-dedans. Alors, partager les motivations et les pouvoirs avec une équipe. Tranquillité et équilibre. Oh, un gage de tranquillité et d'équilibre. Ben, ça dépend. Ça dépend beaucoup. Par définition, une entreprise, comme c'est un corps vivant, ben, ce n'est pas toujours tranquille et ce n'est pas toujours équilibré. Et c'est comme le temps, là, ce n'est pas équilibré du tout aujourd'hui et ce n'est pas tranquille du tout. On est en plein orage, je dois me déplacer à 40 km de là et je ne sais pas si les routes que je vais prendre vont être libres et ne vont pas être sous l'eau. On a toujours un peu peur dans nos sociétés parce qu'on ne sait pas bien le gérer. On a peur des tensions et des conflits. Dans une entreprise horizontale, je dirais presque que par définition, le conflit ou la tension entre les personnes est prise comme une opportunité de grandir ensemble. Et donc, on n'a pas peur d'avoir quelque chose de pas tranquille et quelque chose de pas équilibré. Parce qu'on sait que ça va être la possibilité d'en parler avec des techniques, des méthodes, un petit outillage humain qui permet ça, beaucoup de technologies sociales, pour utiliser un terme que j'aime beaucoup, qui vont permettre de transformer ces tensions ou ces conflits en quelque chose de bénéfique pour l'entreprise. Quand il y a une tension, ça veut dire qu'on n'est pas d'accord. Et quand on n'est pas d'accord, c'est qu'il y a des questions qui se posent. Si on ne résout pas les questions qui se posent ensemble, ben, on aggrave, on enquiste quelque chose de pas bon pour l'entreprise et pour les humains que nous sommes. La rancœur s'installe, un petit nœud se fait là, à l'intérieur et c'est fini. On n'a plus envie de parler à son collègue ou sa collègue. On n'a pas envie de se lever le matin parce qu'on va retrouver des gens avec lesquels on n'est pas d'accord et on ne sait pas comment le dire. Et ça y est, là, la tranquillité, l'équilibre, elle est morte. Et puis on se dit, bon, il est temps que je quitte cette entreprise pour aller ailleurs. Et c'est reparti, je vais ailleurs et on va recommencer. Non, là, l'idée, c'est de faire face à ça sereinement, tranquillement, pour qu'on grandisse ensemble et qu'on apprenne. En particulier, la prise de décision est un lieu pour ça. C'est très intéressant. On utilise chez Percolab, mais il y a plein de méthodes de prise de décision. Il n'y en a pas une qui sont mauvaises. Elles sont mal adaptées parfois. C'est-à-dire que si je vous dis ce matin, vous allez mettre tous une chemise blanche, vous allez me regarder en me disant, mais qui c'est celle-là pour me dire ce que je dois mettre comme chemise ce matin. On a cette capacité à prendre une décision pour soi-même et même bien au-delà de la couleur de la chemise le matin, on peut prendre des décisions extrêmement importantes. L'achat d'un appartement ou d'une maison, c'est pas rien comme enjeu. Se marier avec quelqu'un, décider de s'unir à quelqu'un, c'est pas la moindre des décisions et pourtant on est capable chacun de prendre des décisions extrêmement importantes qui ont un impact fort pour la vie. Dans l'entreprise, on dirait d'un coup que ce n'est plus le cas. Et prendre une décision collectivement, c'est déjà mesurer qui c'est qui doit la prendre. Est-ce qu'on doit être tous ensemble ou est-ce que moi et ma collègue, ça suffit parce que c'est dans notre périmètre d'autonomie, auquel cas on ne va pas aller demander à quelqu'un d'autre. Donc la façon dont on va prendre une décision, elle relève du contexte à l'intérieur de l'entreprise comme n'importe où ailleurs. Mais souvent, dans l'entreprise horizontale, on inverse. C'est-à-dire que contrairement à une entreprise traditionnelle, où les décisions qui demandent un risque maximum et un impact maximum sur les gens, sur le futur, dans le temps, ces décisions-là, très risquées et qui ont un gros impact,
on les prend en tout petit comité, voire tout seul, tout en haut de la pyramide. On laisse les petites décisions qui n'ont pas beaucoup d'importance en dessous. Dans les entreprises horizontales, c'est souvent l'inverse que l'on fait. Et même, c'est, je dirais, la base. C'est que plus une décision a un risque pour l'entreprise ou a un impact fort dans le temps, on va se mettre ensemble et on va vraiment prendre le temps d'y travailler ensemble. Si on a une entreprise, on est une cinquantaine de personnes et on décide que là, le bâtiment dans lequel on travaille n'est plus assez grand, il faut changer, il faut aller ailleurs, l'impact que ça va avoir dans le temps est considérable. On va pas déménager tous les ans, hein. Donc, la prise de décision, là, elle est fondamentale et elle est importante à prendre ensemble. En revanche, est-ce que tu veux que ton bureau il soit bleu ou est-ce que tu veux que ton bureau soit blanc? Est-ce que c'est extrêmement important que tous les bureaux soient de la même couleur? Ça peut se mesurer en termes d'impact financier, il peut y avoir une étude qui est faite avec ça, mais ça ne veut pas dire qu'on a besoin de mobiliser toute l'entreprise pour déterminer si les bureaux vont être ronds, carrés, rectangulaires, blancs ou beige. Il peut y avoir un groupe de travail qui travaille là-dessus et qui va aller concerter les autres personnes pour prendre la décision in fine. Certaines entreprises, et il y a une structure électrique aux États-Unis de plus de 20 000 personnes qui fonctionne sur le modèle de la sollicitation d'avis. C'est quoi? Et ça fonctionne depuis le haut jusqu'en bas. 20 000 personnes. Que vous balayez les locaux ou que vous soyez le PDG, le processus est le même pour tout le monde. Ça s'appelle la sollicitation d'avis. C'est Frédéric Laloux en parle très très bien dans son livre Reinventing Organization, que là, si vous voulez avoir un panel là-dessus, il existe en français maintenant. C'est vraiment quelque chose d'intéressant à lire. Et c'est le bouquin qui nous a inspiré en 2013 ou 2014 pour passer à l'horizontalité. Parce qu'on s'est dit, mais nom d'un chien, on fait ça. Ah, c'est nous ça. Donc, mais ce bouquin est vraiment intéressant. Mais cette entreprise électrique aux États-Unis fonctionne à la sollicitation d'avis et c'est très simple, c'est j'ai besoin de prendre une décision, je voudrais prendre une décision, je vais demander l'avis à minimum 2 personnes. Si possible, à une personne qui est dans l'entreprise, qui peut être experte ou qui va avoir un autre regard sur la question, ou quelqu'un d'extérieur en entreprise, parce que ça concerne une problématique, je ne sais pas moi, nouvelle, technologique, etc., qui fait appel à une expertise particulière qui n'existe pas. Et je vais peut-être aller interroger des personnes qui peuvent être impactées par cette prise de décision. Et avec ces éléments-là, je vais prendre ma décision. Ça fonctionne. 20 000 salariés. Dans un secteur industriel, production d'électricité, la diffusion d'électricité. On ne peut pas dire que ce soit... voilà. Voilà. Alors, très rapidement, je me suis amusée, moi, à balayer vos réponses et c'était passionnant de pouvoir expliquer ce que j'ai envie de vous expliquer à partir de vos propres réponses. Les 7 domaines de pratique. Alors, nous, chez Percolab, on a construit cette roue un peu parce qu'on a un designer qui est fabuleux dans l'équipe, donc on en profite. Mais parce que ça nous paraissait intéressant de dire sur quoi on bâtit une entreprise horizontale. Puis de notre expérience à la fois à l'intérieur, nous, puisqu'on est une entreprise horizontale, et parce qu'on accompagne des entreprises vers l'horizontalité, on s'est rendu compte en fait qu'il y avait 7 domaines de pratique. Autant Frédéric Laloux est hyper inspirant pour comprendre ce que c'est, autant il ne permet pas, et c'est normal, ce n'était pas son objet, de dire par où je commence. Puis ça, c'est un des grands mythes de l'horizontalité, c'est que on ne peut pas commencer tout seul. Si vous pouvez, de la place que vous avez dans votre entreprise, commencer tout seul à pratiquer certaines choses pour commencer à vous mettre dans ce mode-là.
La transparence, par exemple. Personne ne peut vous dire, je ne vais pas dire ça, je ne vais pas le dire. Si vous voulez pratiquer l'autonomie, ça peut être difficile, mais la transparence, par exemple, c'est quelque chose que vous pouvez pratiquer tout seul sans avoir à demander quoi que ce soit à quiconque. Pratiquer quelque chose sur la relation et les conflits, c'est quelque chose que vous pouvez commencer vous-même. Vous pouvez commencer vous-même à comprendre quel est mon mode de fonctionnement. Quel est l'individu, quel est l'humain que je suis, quelle est ma configuration, quel est mon mode d'apprentissage aussi, comment je suis cognitivement, à quoi je dois faire appel pour évoluer. Ce sont des choses que l'on peut commencer tout seul. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous importe beaucoup. Et les 7 domaines de pratique, en fait, sont directement issus des expérimentations que nous menons depuis très longtemps. En premier, c'est l'autonomie. Une entreprise horizontale, on est forcément autonome, mais ce n'est pas la liberté, c'est comment je travaille avec les autres dans cette autonomie. L'intention, mais ce n'est pas ma petite préférence à moi, j'ai envie de faire les choses comme ça, c'est je fais les choses comme ça parce que c'est bon pour ce que j'ai à faire et pour mon entreprise. Donc l'intention, elle est au centre, c'est le leader invisible en quelque sorte. Puis ça se construit collectivement. Les réunions, c'est un lieu fabuleux de créativité, d'expression, d'énergie qui fait avancer et qui fait gagner du temps et pas l'inverse. Ça demande de la pratique. La transparence, je viens d'en parler, les prises de décision, c'est un domaine qui est fondamental, c'est comprendre les différents types de prises de décision, quand est-ce qu'on est aligné avec une décision ou pas, comment on fait, etc. L'apprentissage, et là, c'est fondamental. Dans une entreprise horizontale, on est tous des apprenants, quelle que soit la place que l'on occupe dans le système, qu'il soit plus ou moins horizontal ou pyramidal, peu importe, nous sommes des apprenants et tous les jours, nous avons quelque chose à apprendre. Et il est amplifié, évidemment, lorsqu'il est reconnu, valorisé et soutenu par le collectif. Et les relations et les conflits, 7e domaine, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que amener ça de façon proactive, traiter les conflits ou les tensions de manière proactive, c'est les meilleurs moyens pour qu'il n'y en ait pas et pour grandir ensemble. Voilà. Alors maintenant, moi j'aimerais bien avoir éventuellement soit des questions, soit des interventions sur le sujet. Pour qu'on puisse un peu échanger, parce que là, j'ai beaucoup pris la parole, je ne suis pas à l'aise avec Teams, normalement, je travaille avec Zoom, j'aurais aimé vous faire un jeu, mais ça ne va pas être possible sous cette configuration. Ça sera pour une autre fois, et d'ailleurs, il faut que je vous donne une information à ce sujet, faites-m'y penser, à propos du jeu. Vous retenez l'info? J'ai une idée, j'ai quelque chose à vous dire. Merci. Alors, il y a Yves qui a levé la main, je vous en prie, Yves. Salut Nadine, je voulais revenir sur quelque chose où tu as mentionné juste là quelques minutes, la différence entre autonomie et liberté. Typiquement, nous, après la formation, que j'ai adoré avec Percolab, sur le leadership horizontal, on a essayé de mettre plein de choses en place. Et tout de suite, lors d'ateliers collectifs, il y a quelque chose qui est revenu des collègues. On est une petite équipe de 7 salariés dans une scope. Donc moi, je suis le dirigeant et j'essaye de mettre en place un management aussi horizontal que possible, mais toujours la notion de hiérarchie aussi, ça a été réclamé en fait. C'est quelque chose où pour qu'ils soient autonomes, il fallait que je les dirige un peu plus, que je leur laisse voir beaucoup plus de choses sur l'avenir et les projets en cours, etc. Et c'est des choses qui, moi, je voulais qu'ils soient libres, créatifs et puis qu'ils puissent être autonomes un maximum de choses. Et eux, on dit, OK, nous, on veut ça aussi, mais il faut qu'entre deux, on ait une vision claire sur tout ce qui arrive, quoi. Donc, toutes ces notions-là sont assez liées, enfin, sont toutes liées, quoi. C'est ça que je voulais dire. Et c'était pas, la notion de liberté n'était pas du tout là.
C'était vraiment une notion d'autonomie, savoir se concentrer sur les événements les plus importants en premier, en toute clarté. Merci, je suis contente de te voir là. C'est une jolie surprise. En effet, merci de le préciser. L'autonomie, ce n'est pas la liberté. Vous ne pouvez pas, c'est comme un enfant. Selon son âge, si pour les personnes qui ont eu des enfants dans la salle, j'allais dire, vous allez comprendre ce que je dis. On ne peut pas donner le même niveau d'autonomie à un enfant qui a 6 mois et à un enfant qui a 1 an, un enfant qui a 2 ans, et ainsi de suite. Ça s'ajuste justement, ça s'apprend. Et l'autonomie, notre système éducatif en France en particulier, travaille très peu sur cette notion d'autonomie de manière générale. Je ne dis pas systématiquement, il y a des enseignants qui travaillent ça très très bien, mais l'autonomie n'est pas quelque chose qui est pris vraiment en compte dans notre système éducatif et on ne le retrouve pas non plus à l'intérieur de l'entreprise. On ne peut pas d'un coup d'un seul dire à un enfant « Aujourd'hui, tu as 10 ans, mon gars, tu es autonome. Ma fille, à partir de maintenant, tu es autonome. » Non, ça n'a pas de sens. On a besoin de cadrer ça ensemble. Ça se négocie, cette autonomie. Jusqu'où on peut aller. Chez Percolab, par exemple, on est autonome, on peut travailler de là où on veut. Et puis la pandémie, je veux dire, elle nous a bien appris à faire ça. On n'a pas attendu, nous, mais les entreprises se sont retrouvées un peu ennuyées avec cette affaire d'autonomie, justement, parce qu'on a pris beaucoup d'autonomie pendant la pandémie. Mais ça s'encadre. Ça veut dire que, par exemple, chez Percolab, on a 70% des réunions, elles sont obligatoires. Ça ne veut pas dire qu'on vient en réunion quand on veut. Non. On est là à 70% pendant les réunions, parce que les réunions sont des temps collectifs qui sont indispensables à la vie de l'entreprise. Pour la faire vivre, on a besoin de tout le monde. On a besoin de comprendre qui est là, quels sont les besoins, quelles sont les attentes, quelles sont les idées. Voilà, ça c'est un exemple. Donc, c'est sûr que quand on est un chef d'entreprise et que d'un coup on a envie d'aller vers l'horizontalité, ça s'apprend. On est obligé d'aller doucement et d'aller amener des pratiques au fur et à mesure. Un très bel exemple de ça, c'est l'expérience de Favi en France. Vous avez des livres sur la question. Il y a une bande dessinée qui est assez plaisante à lire. Et on voit bien le parcours de cet homme. Quand il est arrivé, il a mis en place vraiment une entreprise horizontale. Il avait carte blanche et il a fait ça par petits morceaux, sans dire qu'il voulait mettre l'entreprise horizontale, mais juste en remettant des choses à leur place au fur et à mesure. Mais ça se fait lentement. Ce sont des processus là aussi. Passer du jour au lendemain de la verticalité à l'horizontalité, c'est envisageable si on a une équipe de 7, comme c'est le cas chez Wave&C, chez toi, mais ça veut dire que ça se discute. C'est pas et qu'on négocie ensemble jusqu'où cette autonomie, on la veut ou pas. Ça s'apprend et petit à petit, on peut augmenter les choses. Mais la clé de ça, pour toi, Yves, c'est la transparence. Parce que tu as la vision en tant que chef d'entreprise pour l'instant, c'est comment tu partages cette vision et c'est plus tu vas être transparent sur l'intention que tu veux donner à Wave&C que tu vas pouvoir avancer avec les autres. Une autre question. Jean-Marc. Oui, bonjour à tous. Moi, je travaille à Orange et on expérimente ce type d'approche. La question qui m'intéresse pour toi, Nadine, ou peut-être d'ailleurs d'autres gens, vous avez parlé en fait d'apprentissage, que ça prend aussi du temps. Comment vous voyez en fait je ne sais pas si c'est le bon terme, mais la diffusion de ce type de pratique, ou au moins donner envie à d'autres de le tester, de s'y essayer? Vous voulez parler de l'horizontalité. Comment donner envie de tester l'horizontalité? Alors,
nous, on parle du principe, puis là, j'aurais pu partager. Est-ce que je peux partager mon écran? C'est envisageable, Magali? Oui, oui, bien sûr. Juste à côté de votre micro, vous avez l'option de partager du contenu. D'accord. Je vais vous montrer ça. Partager du contenu à côté de mon micro. Afficher, conversation, autres actions. Passer, non. Désactiver. Ouvrir le bac de partage, c'est ça? J'ouvre le bac de partage? Peut-être. Sur mon ordinateur, Oui, c'est pas écrit ça. comme ça. Ah, vous partagez le bac de partage. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, on parle de 3 niveaux de pratique. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas besoin qu'il y ait une décision par le haut pour commencer à pratiquer. On peut s'y mettre au niveau personnel, au niveau informel et au niveau formel. Personnel, ça veut dire que je peux commencer à pratiquer des petites choses discrètement, individuellement, sans demander l'avis à personne. Et ça, personne ne peut m'en empêcher dans mon entreprise, quoi qu'il en soit. Quand je me sens un peu prêt à aller partager quelque chose avec quelqu'un, je vais aller chercher des collègues avec qui je sens que c'est envisageable. Et je vais aller tester des choses pour donner envie, justement. Tu as vu comme c'était intéressant de faire ça? Et si là, on a une petite réunion à 3, là, si on mettait en place notre nouveau modèle là qu'on a testé, est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on teste ça là? Vous allez voir, ça mange pas de pain, ça fait pas mal. C'est peut-être intéressant. Je trouve que ça serait intéressant. Et vous le testez, c'est informel, ça reste. Et puis quand vous en avez 2, 3 là et que vous vous sentez plus solide, alors vous allez aller porter ça peut-être à votre niveau supérieur en disant, ça fait quelques temps, là, ça fait quelques semaines, voire quelques mois, que l'on pratique un nouveau modèle de réunion. Et franchement, ben oui, en effet, j'ai vu que je ne comprends pas comment vous faites pour aller aussi vite dans vos réunions. C'est quoi cette affaire? Et là, vous allez faire votre proposition pour que formellement, ce soit convenu avec votre supérieur hiérarchique ou peu importe. Mais l'affaire, elle est là. C'est qu'on n'a pas besoin de commencer de manière, comment j'allais dire, générale avec tout le monde. On y va par petits bouts. Et ça, c'est très bien développé dans le livre de ma collègue Samantha Slade, hein, qui a créé Percolab en 2007, et avec qui je travaille depuis cette époque. Je n'ai plus de livre en français à vous montrer, je suis désespérée, il faut que j'en recommande. Je n'ai plus que la version anglaise, mais je vous la mets là. Là, l'intérêt, c'est qu'elle développe des pratiques utilisables par tout un chacun, en commençant par soi, dans les 7 domaines en question. Voilà. Donc, le bouquin, il est parfait pour ça. Il vous permet de commencer petit à petit. Surtout, n'essayez pas de dire à toute la structure, j'ai un truc génial, vous allez voir, ça va super bien marcher. Non, ça ne va pas suffire. Il vous faut y aller beaucoup plus en douceur parce que le changement, ça fait peur. Une autre question? Alors, Magali. Oui, bah, je me prête au jeu aussi, hein. C'est pas parce que j'organise que je peux pas poser de questions. Moi, je voulais savoir si vous aviez justement 1 ou 2 techniques concrètes à nous partager juste pour voir un petit peu de quoi il s'agit sur, par exemple, comment organiser une réunion de façon plus collective ou quelque chose comme ça. Si vous aviez 1 ou 2 exemples concrets pour qu'on puisse un peu voir comment ça se passe. Tout à fait. Je vais vous montrer, je vais vous parler par exemple de l'introduction des réunions. Quand on commence réunion, en général, dans les entreprises traditionnelles, il y a quelqu'un qui arrive avec un agenda tout fait. Alors, bonjour, j'espère que vous êtes en forme, hein, parce qu'aujourd'hui, le programme, il est chargé. Hein.
et plim, plom, 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 plom. Ça ressemble aux commissions de la communauté de communes pour laquelle je suis élue. J'arrive et je vois un machin et je sais que je ne vais pas avoir grand-chose à dire pendant la réunion. OK. Et puis, la personne déroule son machin et donne la parole, distribue la parole à l'un ou à l'autre. Et ça se passe comme ça. On ne commence jamais comme ça, nous, chez Percolab. Jamais. Et puis ça, j'espère que Yves, c'est quelque chose que tu es arrivé à mettre en œuvre. Et je voudrais bien t'entendre sur le sujet après. Mais on commence toujours par un temps où on pose notre humanité. Si je suis un jeune papa et que j'arrive le matin à 9 h à la réunion et que mon petit garçon, ma petite fille qui a 6 mois a pleuré toute la nuit, il y a toutes les chances pour que je ne sois pas dans une forme exceptionnelle. Voilà. Si je suis une grand-mère, comme c'est mon cas, et puis que j'ai mon petit-fils qui me parle de son premier chagrin d'amour au téléphone, il y a des chances pour que je sois un peu tristoune et que je me dise « Eh zut, qu'est-ce que je pourrais faire pour ce petit bonhomme ?» On arrive tous, ou bien si même on arrive avec une problématique client qui nous a taraudé toute la veille au soir et toute la nuit parce que on n'est pas arrivé à résoudre ce problème et que ça ne va pas pouvoir se parler pendant la réunion. Je ne vais pas pouvoir en discuter avec un collègue ce matin. Je vais garder ça sur le cœur et je vais être mal. Donc, chez Percolab et dans les entreprises, et ça c'est systématique, toutes les entreprises horizontales fonctionnent avec ça. On ne commence pas une réunion parce que justement, nous sommes des organismes vivants au sein d'un organisme vivant. On commence nos réunions par un petit temps où on se met ensemble. Voilà. Ce matin, je vous ai proposé d'indiquer pour vous ce matin, c'est quoi le leadership horizontal. Ça suffit pour qu'on se mette un peu ensemble. Et puis moi, j'ai rebondi par derrière ensuite pour construire ce que j'avais envie de vous raconter ce matin. Peut-être que si on faisait, Magali, la même session dans une semaine, je ne vous dirais pas du tout la même chose parce que vos réponses seraient différentes. L'idée, c'est de se mettre ensemble. Démarrer une réunion par un petit temps où on se met ensemble. Ça peut être... et c'est en lien, ce n'est pas l'icebreaker dont on entend souvent parler, ce n'est pas le brise-glace, parce que le brise-glace, il est déconnecté du travail que l'on a à faire. Notre affaire à nous, c'est d'aller poser quelque chose, soit une question, ça peut être un dessin, ça peut être beaucoup de choses, un mouvement, ça dépend si on est en ligne, si on est en présence, ça dépend du nombre que l'on est, donc le contexte est important. Mais l'intention de la réunion est toujours au centre. Je ne vais pas poser une question sur l'argent si ce matin on travaille des questions clients. Voilà. Donc, on va essayer d'aller chercher quelque chose où je vais pouvoir exprimer mon humanité par rapport à un sujet, par rapport au sujet qui va être traité ce matin. L'intention qui guide la question que l'on va poser ou le temps d'introduction que l'on va poser, le contexte et la notion d'authenticité, d'humanité. Peut-être que vous pouvez prendre là, chacun, une petite minute pour réfléchir, il est 9 h 20, une minute pour réfléchir à une prochaine réunion et vous dire, voyons voir, combien on est, est-ce qu'on est en présence, est-ce qu'on est en mixte, est-ce qu'on est tout en distance, de quoi on va parler pendant cette rencontre et qu'est-ce que je pourrais du coup amener éventuellement comme question ou comme, oui, comme question, c'est souvent le plus simple, pour aborder cette rencontre. Et si quelqu'un a un exemple, merci de le poser et on verra ensemble. Donc un contexte, le nombre, de quoi on parle, est-ce qu'on est en ligne ou pas, l'intention, de quoi on va parler, et un élément qui va permettre de dire aux personnes, ben moi ce matin ou cet après-midi, ben moi pour cette réunion, je.
Est-ce que quelqu'un aurait un exemple à proposer qu'on puisse regarder? Et comme ça, je pourrais éventuellement vous dire, ben, on pourrait peut-être faire ça. Est-ce que là, ce serait adapté? Est-ce que ce serait approprié? Et si personne n'a un exemple ou ah, ben voilà. Alors, c'est monsieur ou madame Bourrin? C'est Martine. C'est Martine, vous m'entendez? Bonjour. Oui, bonjour Martine. Bonjour. Allez-y. Alors, je n'ai pas vraiment un exemple. Alors, c'est pas comme ça que ça va fonctionner tout à fait, mais je réfléchis à ce que vous dites et je réfléchis à toutes les réunions auxquelles je participe régulièrement, 1, 2, 3 fois par jour. Voilà. Oui. Et notamment en réunion qui regroupe ce qu'on appelle un comité de direction. Et en période de, on va dire, de crise, quelle que soit la crise, on va dire. Et je me pose une question. Si dans ces périodes-là, on arrive, alors pas tout à fait sans ordre du jour, mais avec un ordre du jour allégé ou en laissant s'exprimer les choses, on arrive parfois à quelque chose qui ressemble, comment pourrais-je dire, à une foire d'empoigne ou à l'expression d'émotions démesurées. Alors ça, comment on le gère? Parce que c'est la grande difficulté. Merci. Exactement. Une réunion, merci Martine, c'est excellent. Vraiment, c'est excellent, c'est un exemple parfait. Ça, c'est pareil. Dans une entreprise horizontale, la responsabilité, elle est portée collectivement. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Autrement dit, on mesure l'impact de ce que je vais dire chacun, de ce que chacun va dire sur ce qui se passe. On a 1 heure de réunion, on a 1 heure et demie de réunion. Si je commence là à étaler mes problèmes personnels, ça ne va pas le faire. Mais ça veut dire que dans l'entreprise, il n'y a pas d'endroit où c'est envisageable. Donc, comment se gèrent les questions d'humanité, les questions personnelles vis-à-vis de ça? Par ailleurs, une entreprise horizontale et des réunions qui sont créatives, ça ne veut pas dire que on arrive sans agenda. Ça veut dire qu'on a chacun nos agendas et on va venir les poser collectivement. Ça veut dire que, par exemple, dans une réunion, on a 1 heure et demie, je vais dire, j'ai des informations à transmettre, j'ai telle et telle information à transmettre. En tout, j'en ai pour 4 minutes et on garde le temps. On apprend à dire en 4 minutes ce qu'on a à dire parce qu'on a décidé soi-même que ça prenait 4 minutes, pas 4 heures. Ni 40 minutes. J'ai besoin d'avoir un feedback sur quelque chose que j'ai fait, ou c'est ce que je disais tout à l'heure. Hier, j'ai eu un problème avec un client. Je voudrais prendre 1/4 d'heure pendant la réunion pour vous expliquer la problématique et avoir votre retour. J'ai besoin d'aide de votre part. Et je dis comment je veux travailler ce processus. J'ai besoin d'un feedback structuré. Est-ce que c'est un AAA? Est-ce que c'est une matrice SWOT? Est-ce que c'est peu importe? Quel est l'outil que je vais utiliser pour permettre à mes collègues de me donner un feedback? J'ai besoin, on a besoin de faire évoluer notre logiciel. Et là, je sens qu'il y a une question stratégique à mener. Je voudrais un temps de co-création. Est-ce qu'on pourrait prendre 20 minutes pendant la réunion pour travailler sur ce point-là? Si ce n'est pas possible, ça veut dire qu'on le fait à un autre moment et je prends rendez-vous avec les personnes qui sont concernées par ce point-là. Mais ça prend 20 minutes, pas plus, pendant la réunion. On pose notre agenda ensemble et on regarde la durée. Puis la durée, elle doit faire 1 heure et demie. Si elle fait plus d'1 heure et demie, ça veut dire qu'il va falloir prioriser ou alors qu'il y a des points qu'on ne va pas pouvoir traiter là, mais peut-être que ce n'est pas nécessaire et qu'on a peut-être juste besoin de Martine, Nadine et Magali pour traiter la question. Nadine et Magali, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour prendre un moment en dehors? Même chose, on a des décisions à prendre ou des propositions à faire. On va poser ça. Combien de temps on prend pour cette proposition? Est-ce que la proposition elle est assez mûre pour aller vers une décision? Est-ce que la décision doit être collective? Tout ça dans une entreprise où on a l'habitude de le faire petit à petit, ça s'apprend, hein, ce sont des pratiques, on le pose. Et donc, moi, pendant cette réunion, je veux dire, j'ai une proposition à faire et je vous expose ça 5 minutes et puis
Je veux juste poser avec vous un tour de clarification, pas plus pour ce matin. Après, j'irai mûrir cette proposition, puis je reviendrai pour une prochaine réunion avec quelque chose qui aura été maturé par votre... voilà. Yves? Oui, je voulais rebondir. Tu me demandais de témoigner tout à l'heure si on avait mis en place cette petite pause et introduction à la réunion. On l'a mis en place, mais ça n'a pas duré en fait. On s'est vite sauté ça, parce que, enfin, surtout sur les réunions en fait où on a organisé une réunion, c'est assez rituel, c'est tout le temps, tous les jours de la semaine, enfin, un jour par semaine à la même heure. Où là, c'est une réunion d'équipe. Hein, et par contre, il y a quelques règles qu'on a gardées. Le temps de parole, donc jamais plus d'1 heure de réunion. Le passage de parole, c'est celui qui parle qui donne la parole à quelqu'un d'autre. Et plein de petites choses comme ça, en fait, qui ont fait qu'au final, nos réunions ont été... ça a changé, en fait. Ça a changé complètement le mode de fonctionnement. Et pour revenir sur par où on commence sur le leadership horizontal, je pense que la gestion des réunions, c'est vraiment le cas le plus simple pour moi et qui donne le plus de résultats. Et l'autre chose, c'est sur l'agenda agile, ça m'est arrivé aussi de le mettre en place 2 ou 3 fois déjà, où on veut un peu plus on veut parler d'une thématique globale et on appelle un peu ses collègues pour qu'ils proposent des choses. Et en fait, en début de réunion, là, c'est bien parce que moi, j'avais très peu d'agenda et chacun avait, ils sont prévenus en avance, hein, mais chacun avait des envies de parler de telle ou telle chose sur une thématique et c'est hyper efficace. C'est-à-dire qu'on a pu en 1 heure prioriser les choses les plus importantes et puis mettre de côté d'autres choses qui sont des idées sympas mais qu'on verra plus tard, etc. Et ça, c'est l'agenda agile qui consiste à donner un thème et puis quelques minutes de temps de parole sur le sujet et puis après discuter ce qu'on veut mettre en avant ensemble. Ça, c'est vraiment, vraiment utile. Ouais. Alors, merci Yves. En conclusion, là, je pourrais dire pour répondre pour Martine, une réunion sans agenda, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'agenda. Ça veut dire qu'on le co-construit ensemble, qu'on est co-responsable ensemble de la qualité, du temps qui est gardé et des résultats qui sont dedans, parce qu'on est engagé. Voilà. Il est 9h29. Magali, est-ce que... Oui, alors on va s'arrêter pour que tout le monde puisse reprendre sa journée de travail ou la commencer. Donc, merci à tous et à toutes d'avoir participé à cette matinale. La prochaine matinale donc, aura lieu le 13 octobre. La thématique, ce sera sur les achats solidaires, donc avec Toulouse Métropole Emploi. Et voilà, vous ferez parvenir... Ah oui, il y a la question sur le jeu qui vient d'être posée dans le chat. Oui. Alors, on organise 1 fois par mois, 1 fois en anglais, 1 fois en français, une séance d'1 heure gratuite en ligne autour d'un jeu qu'on a construit autour du leadership horizontal et qui est une merveilleuse façon d'aborder les problématiques d'écoute en particulier à l'intérieur de l'entreprise, donc la notion, le domaine des relations et conflits. Je vous transmettrai la prochaine date, je demanderai à Magali de vous transmettre la prochaine date de ce jeu en français. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Oui, moi je vous ferai suivre toutes les informations. Nadine, vous pouvez aussi peut-être mettre vos coordonnées dans le chat, comme ça s'il y a des questions des entreprises qui sont intéressées, elles pourront vous contacter directement. Pour toutes les questions sur la matinale, je vais aussi vous mettre mes coordonnées. Et vous aurez le lien d'inscription pour la matinale donc, du 13 octobre qui vous sera envoyé par mail et puis vous retrouverez aussi sur l'ensemble des réseaux. Et donc, pour rappel, le replay de la matinale, ce sera sur la chaîne YouTube de Fast Toulouse. Voilà, merci. Est-ce que j'ai le droit de demander 1 minute? Est-ce que j'ai le droit de demander aux participants de mettre un mot dans le chat qui résumerait pour eux un peu ce qu'ils ont vécu ce matin pour clôturer? De la même façon qu'on ouvre, on clôture. Merci beaucoup. Et puis, bonne journée à tous et à toutes. Merci.
initiation, intérêt, intrigant. Merci. Merci à vous. Belle journée tout le monde. Puis n'hésitez pas d'aller voir le site Percolab ou de contacter Yves, hein, qui, si vous voulez mettre en relation avec quelqu'un qui a suivi les formations Percolab et qui peut vous en parler et qui peut vous parler de ces difficultés qu'il rencontre, comment il fait. Et le livre de Samantha, évidemment, en français. Donc, c'est le leadership horizontal, qui est vraiment un guide pratico-pratique. Merci beaucoup. Merci Nadine. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne journée.